vos grands-parents? Qu'ont-ils vécu? Quelles époques ont-ils traversées? Que vous ont-ils transmis? Bienvenue à Passé Recomposé, le podcast qui raconte des fragments de l'histoire avec un grand H par le biais des histoires de famille. Chaque épisode retrace ce que l'on sait du destin des grands-parents de l'invité. D'où ils viennent, ce qu'elles ont accompli, comment ils ont vécu. Je suis Mélie et je vous invite à découvrir un autre passé, celui composé des fragments de vie transmis par nos grands-parents. Pour ce 5e épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane, un réalisateur dont le travail interroge souvent le rapport au passé. Il sera question de métissage, de liberté, de tradition et d'histoires extraordinaires. Alors en fait, de mes 4 grands-parents, je n'en ai connu qu'une, ma grand-mère paternelle, qui s'appelait Anna Carlotti, qui est née le 10 décembre 1910 et qui est née au Vietnam. En fait, c'est la seule que j'ai connue puisque les autres sont morts avant ma naissance et je la voyais régulièrement pendant mon enfance, mon adolescence, puisqu'elle venait régulièrement passer quelques séjours dans ma famille. C'était une personnalité assez haute en couleur. Il faut savoir que c'est une femme métissée, une eurasienne. Son père était français corse et sa mère vietnamienne du sud du Vietnam. Pour resituer un peu le contexte historique, en fait, à l'époque où le Vietnam était encore l'Indochine, beaucoup de Corses allaient en Indochine pour travailler, beaucoup dans l'administration, mais aussi des personnes qui allaient chercher du travail là-bas parce que il y en avait plus beaucoup en Corse, moins de travail rural, et l'Indochine se présentait comme une terre où plus de choses étaient possibles en fait. Et mon arrière-grand-père, donc, travaillait dans l'administration, il était juge ou magistrat, je ne sais pas exactement. Et il a eu plusieurs enfants quand il était au Vietnam, dont ma grand-mère, qui l'a reconnu, parce que ce n'était pas le cas de tous les Français, de tous les colons qui avaient des enfants là-bas. Donc ma grand-mère a eu une enfance, enfin une jeunesse en général plutôt privilégiée, je pense, puisque elle a eu la possibilité d'aller en Corse pour faire ses études dans un pensionnat de jeunes filles, probablement un peu huppé. Je me souviens qu'elle parlait beaucoup du fait qu'elle avait appris le piano avec la méthode Rose. C'est quelque chose qu'elle répétait souvent. En fait, c'était une femme qui répétait souvent les choses. Donc il y a des anecdotes que j'ai entendues maintes fois, dont celle-là. C'est vrai que quand j'ai vu quelques photos de sa jeunesse, elle aimait bien montrer, je sais pas, les photos, elle était sur une calèche, sur la Riviera, des choses comme ça un peu exotiques en fait pour moi. C'était voilà quelque chose qui était très fascinant. Elle est née en 1910, donc à mon avis, elle a dû être en Corse dès, je sais pas, je dirais 1916 peut-être, pour une dizaine d'années. Donc en fait, à mon avis, elle est rentrée au Vietnam à la fin des années 20. Donc elle est repartie vivre en Indochine. Elle était issue donc d'un milieu plutôt aisé. C'était une belle femme qui sans doute faisait tourner la tête aux hommes et qui appréciait de le faire. Elle a rencontré mon grand-père, donc qui était un homme vietnamien, très riche d'après ce que j'ai entendu. Il me disait qu'il était sa famille en tout cas était la 3e fortune de Saigon ou du sud du Vietnam, quelque chose comme ça. Il ne travaillait pas, il avait fait des études à Hong Kong, ce qui était quand même plutôt rare à l'époque. Ma grand-mère disait qu'il s'appelait John. Parfois, j'ai entendu dire qu'il s'appelait Jean, mais peut-être que c'était la version anglaise qu'il a peut-être adoptée après avoir fait des études à Hong Kong. Effectivement, elle était assez jeune quand elle s'est mariée, puisque si on fait le calcul, effectivement, si elle est née en 1910, elle avait 18 ans. Et donc, elle a eu plusieurs enfants, mais avec son mari, en fait, ça a duré un certain nombre d'années, mais elle a ensuite divorcé. Ce qui, je pense, était quand même un signe de liberté à cette époque-là, pour une femme d'un certain statut. Je ne sais pas si ça s'est fait facilement, mais ce que je ressens de cette femme, c'est que j'ai l'impression qu'elle était une personne libre, qui avait envie de faire ce qu'elle voulait. Donc ça c'est plutôt le sentiment qui ressort de sa personnalité, enfin la perception que j'en ai en tout cas. Je pense que ce n'était pas fréquent pour des Eurasiens de ce statut social
d'épouser des Vietnamiens. C'est-à-dire que vu l'univers dans lequel elle évoluait, cela semblait plus naturel et cohérent qu'elle épouse un Français, issu probablement du même milieu. Après, elle a épousé un Vietnamien, mais un Vietnamien très riche. Donc quelque part, je pense que ça devait compenser. Je ne sais pas, je ne peux pas lui demander. Je pense qu'elle devait sans doute aussi l'aimer, puisque, comme je disais, je pense qu'elle était probablement assez libre et à mon avis, elle a fait ce qu'elle avait envie de faire. Je pense que son père est reparti vivre en Corse, mais je ne sais pas quand. Mais je sais que ensuite, il a eu des enfants en Corse avec une femme corse. Ce qui fait que il était peut-être une figure paternelle, mais une figure paternelle éloignée. Donc je ne pense pas qu'elle ait forcément suivi tout ce qu'il aurait voulu qu'elle fasse. Après, je sais qu'elle était très très proche de sa facette corse, parce que justement, plus tard en France, elle est restée très très proche de sa demi-sœur corse, plus jeune. Dans les souvenirs qu'elle racontait, elle parlait aussi bien de ses souvenirs du Vietnam, mais aussi de la Corse. Donc j'entendais fréquemment parler de Bastia, de Corté, d'autres villes ou villages où elle avait de la famille. Elle aimait écouter Tino Rossi, voilà, donc il y avait cette partie corse d'elle qui faisait quand même 50% qu'elle ne négligeait pas et dont au contraire elle était plutôt fière. Donc après son divorce, je pense qu'elle continue à vivre de façon assez indépendante. Elle a d'autres enfants, mais elle ne se remarie pas. Elle s'occupe elle-même d'une société de location de voitures de luxe, ce qui est assez improbable pour une femme à cette époque. Je me souviens qu'elle me montrait souvent une photo et racontait souvent cette histoire d'un concours dont elle avait remporté le premier ou peut-être seulement le deuxième prix. Mais il y avait une chose qui se faisait beaucoup à l'époque, c'était les concours d'élégance automobile. Donc en fait, on présentait des belles voitures devant un jury, accompagné d'une jolie femme. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on pourrait le faire de façon aussi naturelle, mais le fait est qu'elle s'est présentée avec une de ses décapotables et qu'elle a gagné un prix et elle racontait souvent ça. Donc elle a continué à mener sa vie dans un milieu plutôt aisé. Puis après 54, donc bataille de Dien Bien Phu, séparation en deux parties du pays, départ des Français, et en fait pour toutes les personnes de nationalité française qui restaient là-bas, ça a commencé à devenir plus compliqué. Donc évidemment beaucoup sont rentrées, toutes les personnes de l'administration évidemment, enfin, et beaucoup d'autres, mais certaines qui ressentaient un attachement au pays ont voulu rester, sauf que le gouvernement du Sud leur a mené un peu la vie dure en leur interdisant un certain nombre de professions. Donc c'était assez compliqué de pouvoir trouver du travail. Elle est partie vivre au Laos, de la même manière que mes parents sont partis vivre au Laos parce que les mêmes lois ne s'appliquaient pas. Puis ils ont, je dis ils, j'englobe du coup mes parents et ma grand-mère, mais beaucoup de familles dans ce cas-là, donc des familles plutôt de culture vietnamienne mais de nationalité française, ont décidé d'accepter cette proposition du gouvernement français de les rapatrier en France. Même si le terme rapatrié évoque un retour dans quelque chose qu'on connaît, ce qui n'était pas le cas. Donc entre 55 et 65, plusieurs milliers de Vietnamiens de nationalité française ont été accueillis en France dans différents villages au milieu de nos régions françaises. Et ma grand-mère en a fait partie. Donc en fait, en 1954, la chute de Dien Bien Phu signe la fin de l'empire colonial français en Indochine, et c'est peu de temps après que ma famille quitte le Vietnam. En fait, eux, ils partent à la fin des années 50, comme beaucoup de familles vietnamiennes de nationalité française, mais aussi d'autres familles vietnamiennes qui veulent fuir soit le nord communiste principalement. Mes parents et ma grand-mère s'installent en France au tout début des années 60, mais à l'époque, la guerre qu'on appelle la guerre du Vietnam, donc avec les Américains, a pris le relais. Et c'est une guerre qui va quand même durer un certain temps puisqu'elle se finit en 75. Toutes ces personnes qui pensaient peut-être revenir quand la situation s'améliorerait, en fait,
ne vont jamais revenir, puisque entre-temps, des enfants ont grandi, ont commencé leur scolarité. Bon, ça c'est d'un point de vue très pragmatique, mais en même temps, on ne sait pas du tout comment le pays va évoluer après la prise du pouvoir par les communistes, donc en 75, et la réunification des deux partis. Donc, cet exil qui aurait pu, que certaines personnes envisageaient peut-être comme provisoire, va devenir définitif. Donc c'est dans ce cadre-là que la migration de ma famille s'inscrit. Ils sont partis au début des années 60 et ils sont restés en France. Donc à partir de là, en fait, la situation était évidemment beaucoup moins florissante. Déjà au Laos, le faste n'était plus là. Je pense aussi qu'elle a dû faire faillite ou peut-être mal gérer sa société. Je n'ai pas les détails. Et en fait, arriver en France a été beaucoup plus difficile puisque donc toutes ces familles vietnamiennes ont été accueillies dans des petits villages. Donc mes parents sont arrivés à Noyant dans l'Allier, un petit village pas très loin de Moulins, entre Moulins et Vichy. Les conditions n'étaient pas forcément faciles. Bon, certes, ils avaient un toit, mais voilà, après il fallait quand même qu'ils se débrouillent tout seuls. Et pour ma grand-mère, je pense qu'à l'époque, elle avait déjà une 50aine d'années. Je crois que c'était pas évident pour elle de travailler, donc en fait elle a vécu avec ses enfants, avec ses filles, enfin une de ses filles, puis après une autre. Quand toutes ces familles sont arrivées en France, donc dans le cas de ma famille, ils sont arrivés dans ce village qui était un ancien village minier. La mine avait fermé en 43 et avait accueilli, à partir du début du XXe siècle, beaucoup de travailleurs polonais en fait. Donc c'était déjà une terre d'accueil, on va dire. Et quand la mine a fermé, ces Polonais, certains sont restés, mais beaucoup sont partis chercher du travail ailleurs, ce qui a rendu toutes ces habitations vacantes. Et donc c'était ce qu'on appelle des corons, les habitations des mineurs, qui étaient avec un rez-de-chaussée, un étage, mais pas très grand. Et comme en fait le haut n'était pas chauffé, les familles vietnamiennes qui souvent étaient nombreuses vivaient généralement au rez-de-chaussée dans la même pièce, autour du poêle. Pour ma grand-mère, je pense qu'elle a vécu dans un coron avec la famille d'une de mes tantes, donc une de ses filles. Et ensuite, ils sont tous partis en région parisienne, dans le 95, là où je suis né en fait. Je pense que ma grand-mère n'a recréé aucun lien à l'extérieur. À ma connaissance, je ne pense pas qu'elle avait une vie sociale, en fait, en dehors de ses liens avec ses enfants. Je pense qu'elle restait beaucoup dans le salon ou dans sa chambre. Je ne sais pas si ça l'intéressait vraiment de sortir. Je pense qu'elle s'est beaucoup réfugiée dans ses souvenirs. Bon, après, plus tard, sur la fin de sa vie, elle a eu la maladie d'Alzheimer, donc du coup, le présent et le passé, parfois, ne faisaient plus qu'un. Je pense qu'elle a beaucoup ressassé ses souvenirs. Donc moi, j'ai le souvenir d'une femme qui faisait néanmoins très attention à son apparence, qui portait toujours des robes. Elle était toujours très parfumée. Elle portait l'heure bleue de Guerlain. Et chaque fois que je sens ce parfum, aujourd'hui, je ne peux pas penser à quiconque autre que ma grand-mère. Donc voilà, et puis elle avait ces petites lubies qui étaient peut-être des réminiscences de son passé un peu mondain. Elle adorait la presse People, donc à l'époque c'était surtout France Dimanche et Ici Paris, c'était un peu plus limité, mais fallait absolument qu'elle achète ça. Et puis elle avait toujours sa petite radio qu'elle écoutait en permanence. Elle était fascinée par les infos en fait. Donc quand elle était chez nous, moi j'étais responsable d'aller acheter le France Soir pour elle tous les jours. Et en tout cas, à chaque heure, elle écoutait les flash infos. Ça m'a toujours un peu intrigué, cette façon de se raccorder à un extérieur qu'elle ne fréquentait plus. Enfin, c'était un monde dont elle était quand même un peu déconnectée, mais c'était important pour elle d'écouter ces infos. Donc, moi j'ai grandi en banlieue parisienne. Je suis né dans le 95, j'ai grandi dans le 78. En fait, mes parents se sont toujours attachés à ce qu'on garde un lien avec nos racines. Donc à la maison, on parlait vietnamien, on devait faire l'effort de parler vietnamien, en tout cas avec nos parents, pas forcément entre nous
dans la fratrie. Et on mangeait principalement vietnamien, pas uniquement, mais voilà. Donc j'étais à la maison dans un environnement très vietnamien. Dès que je sortais, évidemment, j'étais dans un environnement français. Il fallait que je travaille bien à l'école, que évidemment que tout se passe bien, que je sois un bon élève. Le français était sans doute ma meilleure matière durant toute ma scolarité. Mais j'avais cette double culture, en fait, cet environnement à la fois français à l'extérieur et vietnamien à la maison. Ma grand-mère, Anna, incarnait cette partie française de la famille. C'est-à-dire que, déjà, elle parlait parfaitement français, ce qui n'était pas le cas de ma mère. Mon père parlait plutôt bien français, mais moins bien qu'elle, en fait. Et toutes ces histoires de Corse, de balles, de voitures décapotables, de choses très mondaines me paraissaient extrêmement surréalistes. C'était très exotique pour moi qui voyais plutôt des chapeaux coniques et des fêtes de Nouvel An lunaire, d'entendre cette femme parler de ses balles à l'ambassade, de je ne sais quoi, de ses robes plutôt occidentales. Et le fait d'avoir été baigné de toutes ces histoires racontées par ma grand-mère, de son pensionnat de jeune fille en Corse, de toutes ces choses-là, était quelque part un point d'ancrage, un point d'entrée dans la culture française que je ne ressentais pas forcément dans ma propre famille, en fait. En dehors, du fait que j'allais à l'école, etc. Mais au sein du foyer, c'était cette femme qui incarnait cette partie française de notre famille. Alors en fait, en ce qui concerne donc John, c'est un personnage qui m'intrigue quand même pas mal parce que justement, je ne sais pas grand-chose de lui. Je sais qu'il a été en fait adopté, donc il peut être vietnamien mais aussi vietnamien mélangé parce qu'en fait le sud du Vietnam était quand même une terre de brassage entre le Cambodge, le Laos, la Chine, le Vietnam donc il a été adopté par une famille donc plutôt riche. Il a eu l'opportunité de faire des études, d'étudier à Hong Kong, etc. Mais je pense qu'il ne travaillait pas puisqu'il était suffisamment riche pour ne pas avoir à le faire. Un des grands regrets que j'ai, c'est que en fait mon père avait une photo de lui qu'il gardait dans son portefeuille et que je n'ai jamais vu parce qu'en fait il s'est fait voler son portefeuille. Et du coup, je ne sais même pas à quoi il ressemble. Et c'est vrai que ce personnage un peu presque durassien, quoi. On a l'impression de voir l'homme chinois qui est dans sa voiture blanche dans l'amant de Marguerite Duras. Cette figure m'intrigue parce que justement je ne sais pas grand-chose de lui, je ne sais même pas vraiment où il est enterré. Je pense qu'il est enterré selon les sources familiales au sud de Saigon, plutôt dans la région du delta du Mékong, mais c'est tout ce que je sais. Ces deux personnages, donc ma grand-mère et mon grand-père, sont des figures un peu fascinantes pour quelqu'un qui grandit dans une famille plutôt moyenne en banlieue. Moi, j'ai grandi dans une maison qui était en forme de cube avec un toit qui était un dôme en plexiglas. C'était les villes nouvelles c'était à Elancourt. Donc ma rue, c'était un petit enchaînement de cubes blancs avec des fenêtres en losange et donc ce toit en dôme transparent. On a l'impression d'être dans un film de Tim Burton, d'ailleurs peut-être qu'un jour je tournerai là, et d'entendre parler de cette époque révolue de Saigon, c'était absolument surréaliste, exotique, c'était comme de la fiction, comme une histoire qu'on raconte aux enfants avant d'aller se coucher, quoi. Je pense que ça a sans doute un peu nourri mon imaginaire d'entendre toutes ces choses dans mon enfance. Donc au niveau de la transmission, comme j'expliquais un peu plus tôt, je pense que au contact de ma grand-mère, j'ai sans doute eu conscience de ce métissage. Enfin, eu conscience. Je l'ai peut-être eu plus tard. En tout cas, j'ai été en contact, dans un contact réel et concret avec ce métissage. C'est-à-dire que chez elle, il se voyait physiquement, il se voyait dans sa façon d'être, c'est-à-dire que elle parlait aussi bien français que vietnamien. Enfin, elle parlait d'ailleurs même mieux français que vietnamien. Et je pense que ça m'a ancré dans une certaine culture française.
Ça a sans doute fait travailler mon imagination, en fait. Je sais pas si c'est ça qui m'a orienté aujourd'hui, enfin qui m'a orienté plus tard vers un métier artistique. Ce serait un peu simpliste de le réduire à une seule explication, mais je pense que ça me faisait beaucoup rêver parce que toutes ces choses me semblaient finies et inaccessibles. Et quand on n'a pas quelque chose ou que quelque chose n'existe plus, ben on l'imagine ou on le projette. Dans mon travail, il y a souvent, enfin quasiment tout le temps, un rapport au passé, une exploration du passé. Je pense que dans la famille, je suis celui qui a le plus répertorié les photos, les films Super 8, toutes les archives familiales, visuelles qui existent. Parce que c'est une époque que je ne connaissais pas et que ça me fascinait. Et j'avais l'impression d'avoir loupé quelque chose, mais y compris avec des périodes plus récentes, c'est-à-dire que en fait j'ai pas mal d'écart avec mes frères et sœurs, et quand je voyais toutes les photos, les films Super 8 où ils étaient tous ensemble et que j'étais pas encore né, je disais ça doit être sympa et tout. Et voilà, donc c'est pour ça que je travaille beaucoup sur la mémoire et notamment la mémoire familiale. Et l'histoire d'Anna fait partie des choses qui m'ont donné envie d'en savoir plus sur le passé de ma famille. Je regrette de pas avoir pu l'interroger en fait parce que à l'époque j'étais un peu trop jeune et puis je m'intéressais pas encore à ça et je sais pas si elle aurait pu vraiment me répondre puisque sur ces dernières années, comme elle avait Alzheimer, je sais pas si ses souvenirs auraient été très précis ou même véridiques. Mais en tout cas, elle a certainement participé au fait que je travaille beaucoup sur la mémoire et sur le passé. Moi, je pense que quand on connaît son passé, on est sans doute un peu plus en paix avec soi-même. Certaines personnes arrivent à l'être sans vouloir toucher au passé, sans vouloir l'aborder, mais je pense qu'on se connaît mieux quand on connaît ce qui nous a précédés. En fait, la problématique de la décolonisation et notamment de la décolonisation des arts est quelque chose qui me travaille beaucoup. En effet, tout simplement, je pense que aujourd'hui, on a besoin d'avoir des histoires qui soient racontées de différents points de vue et pas toujours du même point de vue, du point de vue qu'on a depuis des siècles. Mais surtout des histoires qui sont racontées de l'intérieur. Donc, je pense que c'est à nous aujourd'hui de prendre la parole et de faire en sorte que nos histoires soient racontées. Alors, en ce qui me concerne, je suis un peu un produit de la colonisation d'une certaine manière, mais en même temps, mon héritage français est un peu plus minime d'une part, et en fait, dans ce travail artistique, l'aspect vietnamien de mon travail est quand même très fort et m'intéresse plus tout simplement parce que il m'est aussi plus proche, parce que pour moi la partie vietnamienne c'est déjà ma mère et mon père aussi, donc c'est plus proche que ma grand-mère. Je pense aussi que on est dans un pays très métissé et que nos histoires d'exil, d'immigration, d'identité, de quête identitaire, de double culture nous sont transversales. C'est-à-dire que moi j'ai abordé ces thématiques d'un point de vue très spécifique, à savoir du point de vue d'un Français d'origine vietnamienne, mais je pense que on a plein de choses en commun avec tous les Français dont les parents ou grands-parents ou arrière-grands-parents ont émigré vers la France. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'exprimer ces voix pour simplement déjà avoir une représentation plus juste de la diversité, de ce qu'est la France d'aujourd'hui, une représentation plus variée et tout simplement plus sincère et plus authentique. Donc du côté grands-parents maternels, c'est un peu plus simple entre guillemets, c'est-à-dire que c'est une famille vietnamienne, point barre, il n'y a pas de métissage, il n'y a pas d'enfants orphelins adoptés par une riche famille. C'est une famille de milieu moyen, commerçant du Nord. Leur histoire est relativement simple, hormis le fait que ma grand-mère a été tuée par des soldats français. Juste après Dien Bien Phu, je n'ai pas vraiment tous les détails, mais je pense que c'était probablement un régiment qui justement rentrait vers Hanoï pour ensuite être rapatrié en France.
En fait, il y a eu une sorte de descente punitive dans ce petit village près de Hanoï. Et en fait, ma grand-mère a été tuée à ce moment-là. Donc, ce n'est pas rien. C'est quelque chose qui, je pense, a beaucoup pesé, surtout chez ma mère, puisque elle est quand même venue vivre en France. Sa sœur, je pense, lui reproche régulièrement, je ne sais pas, mais lui a en tout cas souvent reproché d'être venue vivre dans un pays qui avait tué leur mère. Cet épisode, je pense, participe grandement à cette intégration un peu douloureuse pour ma mère, en fait, parce que il y a ce paradoxe de vivre dans un pays pour assurer un avenir plus serein à ses enfants, et en même temps, voilà, dans un pays contre lequel on a été en guerre. Et malheureusement, c'est le cas de beaucoup de personnes. Enfin, toutes ces contradictions politiques, économiques et personnelles qui se mélangent. Donc voilà, mais en dehors de ça, c'est déjà pas mal, mais en dehors de ça, c'était une famille plutôt simple. Mon grand-père à un moment est parti dans le sud pour s'installer, pour travailler un peu, mais il est retourné ensuite dans le nord. Ma mère avait une sœur et un frère, enfin bon, rien d'aussi exotique, j'ai envie de dire, ou extravagant que du côté paternel. À la maison, on parlait vietnamien, et surtout on parlait vietnamien avec ma mère. C'est-à-dire que souvent, les femmes sont un peu les gardiennes des traditions, des racines. C'est pas une règle, mais c'est souvent le cas. Et ma mère a toujours tenu à ce qu'on garde un contact avec notre culture, que ce soit culinaire, historique peut-être pas, mais en tout cas au niveau des traditions, du savoir-vivre, du modèle familial, etc. Et entre autres, bien sûr, au niveau de la langue. Le fait qu'on garde un lien avec notre culture et notre langue était pour elle une façon qu'on garde le lien avec elle. C'est-à-dire que c'était une femme qui parlait pas très bien français, qui a eu 8 enfants, et si on se mettait à parler uniquement français, je pense qu'elle avait peur qu'on perde ce lien avec elle. Donc on parle tous vietnamien, avec des niveaux différents, mais on arrive quand même à se comprendre. Je pense que ça lui tenait absolument à cœur qu'on n'oublie pas d'où on vient. Je suis allé au Vietnam 5 fois. À chaque fois, ça a été des expériences assez intéressantes. À chaque fois, j'ai appris un peu plus, plutôt sur ma mère, parce que j'y suis allé après la mort de mon père. Donc, je n'y suis jamais avec lui. Donc, j'ai pas pu vraiment savoir quelle avait pu être sa vie avant là-bas. En fait, on comprend beaucoup de choses, c'est-à-dire voir sa mère ou son père, ou en tout cas ses parents, dans le pays où ils ont grandi, nous permet de remettre un peu les choses en perspective. C'est-à-dire, on se dit, ah oui, je comprends mieux aussi pourquoi ils sont comme ça, je comprends mieux pourquoi ma mère est comme ça quand je vois comment est sa sœur, par exemple. Je comprends mieux pourquoi elle réagit comme ça quand je vois un peu comment s'organise la société là-bas, ou comment s'organise la cellule familiale là-bas. Donc ça permet de comprendre un peu plus. Et je pense que ça permet tout simplement aussi de comprendre, de se connaître un peu mieux soi-même, parce que forcément il y a peut-être une partie de nous qui est là-bas, d'une façon ou d'une autre, peut-être inconsciente, peut-être très 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 minime, subliminale, je ne sais pas, mais quelque part elle y est. Et comme j'y suis allé la première fois où j'y suis allé, j'avais déjà 21 ans, donc j'y suis pas allé ado, j'y suis pas allé enfant, mais j'étais quand même jeune adulte. À chaque fois, on est dans un état d'esprit différent aussi, parce qu'on est à un autre moment de sa vie, donc on réagit aussi différemment à des choses. On voit le pays évoluer, et c'est un pays qui évolue à vitesse grand V aujourd'hui, dont les grandes villes sont extrêmement modernes d'un point de vue économique. C'est un grand boom. Donc on voit le pays évoluer, et nous on évolue un peu par rapport, dans notre rapport avec le pays, dans notre rapport avec la famille qu'on a là-bas.
C'est aussi une façon peut-être d'affirmer à la fois d'affirmer son identité française aussi, parce qu'en fait, quand on est là-bas, on n'est pas vietnamien. On est un Vietnamien de l'étranger, mais on est surtout un Français pour eux. Donc ça nous permet aussi de savoir ce qu'il y a de français en nous, ce qui n'est pas inintéressant quand on grandit avec un faciès qui n'est pas blanc, mais ça nous permet aussi de savoir tout ce qui nous relie à cette culture-là. Après, il y a des choses qui se font tellement naturellement dans certains gestes de tous les jours, dans les repas, dans des rapports familiaux qu'on a même pas besoin que l'on nous explique, mais qui sont là et qui prennent sens en fait, sans forcément qu'il y ait des paroles. En fait, quand je suis au Vietnam, on voit tout de suite mon métissage. C'est-à-dire que on dit ah oui, en eurasien ça se dit lai, donc on dit ah oui lui il est lai. Enfin, il le voit tout de suite alors que en réalité bon j'ai que 1/8 de sang français, mais là-bas on le repère tout de suite. En France, généralement on ne le repère pas, si certaines personnes le repèrent, mais quand je pousse le vice à préciser non seulement j'ai un peu de sang français, mais en plus il est corse, souvent les gens pensent que je fais une blague. Bah bon, t'as du sang français et en plus t'as du sang corse, mais tu te fous de ma gueule quoi. Donc voilà, donc je raconte, vous savez, il y a eu beaucoup de Corses au Vietnam, voilà, et j'ai une grand-mère qui s'appelle Anna Carlotti, et j'aurais pu m'appeler Carlotti. Et en fait, dans ma famille, j'ai des cousins qui portent ce patronyme, donc qui sont descendants, je sais pas, du frère de ma grand-mère ou de son cousin, je sais plus, mais qui ont des faciès complètement vietnamiens, ou enfin nous on voit le métissage, mais pour globalement ils ont un faciès complètement vietnamien. Ils ont un prénom super français. Souvent les Vietnamiens de nationalité française comme mes parents et les gens de leur génération aimaient bien donner des prénoms hyper français. Donc dans la génération de mes grandes sœurs, grands frères, on a des Yvonne, des Jean-Pierre, Alain, Michel, enfin des prénoms hyper classiques, avec un nom corse et un faciès vietnamien. Donc je pense que de temps en temps, on leur demande si ils ont pas été adoptés. Ça doit pas être toujours très agréable. Bon, moi, au moins je porte ce métissage dans mon nom puisque j'ai un prénom français et un nom vietnamien. Donc voilà, c'est la couleur est annoncée. En fait, je crois que c'est difficile de vraiment faire table rase du passé, de se dire voilà, je suis français, point barre. Oui, peut-être que c'est possible, mais finalement, toutes ces choses-là sont quand même ancrées de façon très forte en nous. Elles le sont chez nos parents ou chez nos grands-parents, et je pense que c'est quelque chose qui nous forge et qu'on ne peut pas renier, qui se traduit d'une façon ou d'une autre dans notre personnalité, et plutôt que de voir cette double culture, ce tiraillement entre deux cultures, ce tiraillement possible entre deux cultures, j'ai toujours préféré l'accepter, l'embrasser, plutôt que de le rejeter. Je pense que c'est en fait réellement une richesse, un trésor. En tout cas, moi, ça alimente mon travail et je m'en sens beaucoup plus riche. Je me sens beaucoup plus riche de cette double culture et de cet héritage. Alors c'est vrai que dans mes derniers cours, dans différents projets, il y a souvent cette figure de vieille dame vietnamienne. Ce n'est pas vraiment Anna, je pense que c'est plutôt ma mère en fait. Mais à travers ce personnage, c'est un peu beaucoup de femmes vietnamiennes en fait, j'ai même envie de dire asiatiques. Toutes ces petites dames qu'on voit dans le métro avec leur caddie, qui sortent de chez Tang Frères et qui sont un peu discrètes. On n'imagine pas toujours en fait tout ce qu'elles ont vécu. Généralement, ces femmes de cet âge ont traversé une voire plusieurs guerres, ont connu l'exil, souvent une séparation avec leur famille et tout. Et comme c'est une culture et une génération
qui ne s'expriment pas sur des choses personnelles, on ne sait pas forcément quelle est leur histoire. Et moi, ça m'intéresse de leur donner une voix en fait et de raconter à travers elles une histoire. Donc c'est pas forcément uniquement l'histoire de ma famille, c'est parfois je m'inspire de la génération de ma mère, de témoignages que j'ai entendus de ses amis, de personnes de son entourage. Et en dehors de ça, je pense que la femme, la mère est un peu le pilier de la cellule familiale vietnamienne, de la société vietnamienne. On le reconnaît, même si je crois que la société préférerait qu'on dise que l'homme est le pilier. Mais je pense que dans les familles, dans la société vietnamienne, les femmes ont un rôle très important parce que, comme je le disais souvent, elles sont le lien avec la tradition et les racines, en tout cas pour ceux qui ont migré dans un autre pays. Et voilà, et je pense que c'est pour toutes ces raisons que j'aime bien avoir des figures féminines fortes et parfois âgées, parce qu'il y a tout ce vécu qu'on ne connaît pas, qui ne s'exprime pas forcément, ce sont pas forcément des personnes qui vont prendre le micro dans une émission et raconter des choses. Et moi, ça me plaît de pouvoir donner cette voix, peut-être la réimaginer, parce que c'est la revisiter, parce que c'est avec mon point de vue, malgré tout, je fais de la fiction, donc forcément je fais des choix, mais c'est mon ressenti que j'essaie de partager. Merci Stéphane d'avoir partagé ton histoire. Si vous souhaitez réentendre sa voix et vous pencher sur une des questions liées à la communauté asiatique en France, vous pouvez le retrouver dans l'épisode crossover de Kif Taras et les couilles sur la table, intitulé Masculinité asiatique. Merci à vous, auditeuristes, pour votre écoute. Grâce à vous, ce podcast fait son nid. Comme toujours, si cet épisode vous a plu, vous pouvez mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast ou l'application Echo. Passé Recomposé est aussi disponible sur toutes les plateformes d'écoute, en plus d'Apple Podcast et Echo, comme Deezer, Spotify, Anchor, Podcast Addict et plus encore. Si vous avez des témoignages à proposer, écrivez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram ou Twitter, ou par mail à podcastpassérecomposé, tout attaché et sans accent, podcastpassérecomposé@gmail.com. Je suis toujours à la recherche de récits qui racontent une partie peu mise en lumière de l'histoire ou qui nous interrogent sur ce que nos familles nous transmettent. Et si vous souhaitez devenir mécène du podcast, retrouvez la page de Passé Recomposé sur Arezzo, 1R, 2Z, où il y a des contreparties comme la newsletter mensuelle. Merci de votre écoute et à bientôt.